18h, 20h. David Abiker. Il est 18h45 jusqu'à 19h. Nous sommes avec notre grand témoin du jour, Virginie Resson. Elle publie Atlas des futurs chez Robert Laffont. Autrement dit, un portrait de la planète en 2033. Bonsoir Virginie Resson. Bonsoir. Alors, il y a 200 pages de cartes, de tableaux, de prospectives, de schémas. Comment on fait pour faire un atlas qui sera utile à la rentrée des classes 2033 en fait? Parce que c'est ça. C'est la première fois qu'il y a un atlas du futur. Oui, enfin c'est... Pardon, excusez-moi. Première fois peut-être. En tout cas, c'est un énorme travail de plusieurs années pour rassembler, pour faire un atlas comme ça. On commence par rassembler une équipe, puis rassembler des données. Et on traite ces données, surtout on les relie les unes avec les autres. On essaye de faire les liens pour repérer les constantes et les variables. Puisque la prospective, c'est vraiment trouver quelles sont les variables et les faire jouer les unes face aux autres. Excusez-moi. Les faire jouer les unes avec les autres pour voir quels sont les scénarios possibles, puisqu'on part du principe que le futur n'est pas écrit et qu'il dépendra des choix que nous allons faire aujourd'hui et demain et qui influenceront évidemment la configuration mondiale en 2033. Alors moi, ce qui m'a le plus frappé dans cet atlas, c'est des choses assez spectaculaires, mais c'est des morceaux de terre qui vont disparaître, qui seront recouverts par les eaux. Il est vrai que dans l'océan Pacifique, la perspective du réchauffement climatique à l'horizon, enfin 2033 c'est un peu précoce, on parlera plutôt du milieu du 21e siècle, un certain nombre d'États du Pacifique, de micro-États, pourraient disparaître. Excusez-moi. Buvez. Buvez, on a encore des ressources en eau à Europe 1. Vous allez pouvoir chasser le chat que vous avez dans la gorge. Oui, donc le réchauffement les perspectives du réchauffement climatique au fil du 21e siècle et en particulier à partir du milieu du 21e siècle menacent de faire disparaître plusieurs micro-États et en particulier dans le Pacifique Sud comme Tuvalu ou les îles Kiribati et qui ne sont aujourd'hui que des bancs de sable. Et donc effectivement la question que soulève c'est le recouvrement par l'eau d'une partie ou de tout ou partie de ces îlots, c'est de savoir qu'est-ce qui va advenir des populations et des États. Est-ce qu'un État peut exister sans territoire? Est-ce qu'on peut déplacer un État? Et surtout, évidemment, plus préoccupant encore, le sort des populations de ces États-là. Alors, corollaire de ces États qui peuvent disparaître sous l'eau, c'est des schémas assez surréalistes, assez futuristes dans le livre de villes flottantes. Il y a une ville flottante dans votre atlas en 2033. C'est pas un rêve impossible, une ville flottante. Non, c'est une hypothèse. En fait, en l'occurrence, l'île flottante qu'on voit figurer dans l'Atlas est née de la vision d'un architecte qui a imaginé effectivement d'accueillir les réfugiés climatiques sur une île artificielle et qu'on trouve dans l'Atlas. C'est une des hypothèses. C'est pas la plus probable. Alors, vous parlez de réfugiés climatiques. Aujourd'hui, on connaît les réfugiés économiques, les réfugiés politiques. Ils font la une des informations tous les jours. Il y a déjà des réfugiés climatiques ou on va en avoir de plus en plus? Oui, il y en a déjà. Donc certains qui partent de ces îles du Pacifique que je viens d'évoquer, un petit peu en avance sur le reste de la population. Et puis il y a aussi tous les réfugiés climatiques qui sont liés à la désertification, qu'on désigne pas comme tel, puisque le terme de réfugié climatique est un néologisme et par ailleurs il ne correspond à aucun statut aujourd'hui. Le statut de réfugié pour les personnes déplacées par les évolutions du climat, ce statut n'existe pas en termes du droit dans les termes du droit international. Néanmoins, on voit déjà des populations fuir des zones en voie de désertification dont on sait qu'elles sont liées aux évolutions climatiques et en particulier en Afrique sahélienne. Alors, dans cet atlas qui est donc daté 2033, je le précise, c'est pour la rentrée des classes 2033, il y a aussi des cartes qui montrent une reconfiguration des ressources alimentaires dans le monde. Ça, c'est essentiel. On va parler des aliments d'un côté et puis de la ressource en eau ensuite, mais la reconfiguration alimentaire dans le monde, elle est surtout liée à la reconfiguration démographique mondiale. C'est-à-dire que quand on regarde les évolutions démographiques contrastées que va connaître le monde à l'horizon des 30 prochaines années, avec une très forte croissance démographique en Afrique et en revanche une régression, enfin un ralentissement, voire un déclin démographique en Europe en particulier, on comprend bien que l'allocation des ressources va être modifiée par ces évolutions démographiques mondiales et par conséquent, il faut trouver des ressources
faut trouver des terres pour augmenter la production d'une part, faire évoluer les techniques de production, et puis probablement aussi relocaliser certaines productions précisément pour éviter ce qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une malnutrition qui est liée à un manque d'accès aux ressources, alors que ces ressources, on peut les produire. On sait que la Terre est capable de nourrir l'ensemble de sa population, même si la Terre comptait encore 1 milliard de plus. Est-ce que sur la base de ces constats cartographiques, vous anticipez des batailles agricoles? Bataille agricole, non. Bataille énergétique, beaucoup plus. Bataille agricole, je pense qu'on y assisterait déjà aujourd'hui. En tout cas, elles existent peut-être de manière très sourde, simplement parce qu'il y a effectivement des taux de malnutrition importants dans certains pays et qui ne sont pas liés à une sous-production alimentaire, qui sont vraiment liés à un problème économique, un problème de spéculation sur certaines denrées agricoles. Donc on peut dire que cette bataille, elle a lieu, mais c'est une bataille où il y a des victimes, il y a beaucoup de victimes silencieuses. Pas de bataille agricole, mais peut-être une bataille de l'eau? Des batailles de l'eau, c'est là pour le coup le scénario est plus probable, plus envisageable. Pour l'instant, dans l'histoire, à part un cas dans l'Antiquité, on n'a jamais observé de guerre pour l'eau, du moins de conflit où l'eau était le principal moteur du conflit, même si on sait qu'au Proche-Orient en particulier, l'eau est un enjeu des conflits, mais c'est un parmi d'autres. En revanche, compte tenu de la diminution des ressources en eau et du stress hydrique qui menace plusieurs régions, oui, on peut imaginer de fortes tensions autour de l'eau. Maintenant, après, il y a d'autres rapports de force qui interviennent. Je pense par exemple au rapport de force entre la Chine, où le manque d'eau devient crucial, et les États voisins. Le rapport de force est tellement favorable à la Chine qu'on imagine mal le Cambodge ou la Birmanie entrer en conflit avec leurs voisins chinois. Par conséquent, on peut imaginer aussi un développement de nouvelles formes de coopération autour de cette crise de l'eau. Parce que justement, cet atlas, il n'est pas que anxiogène. C'est-à-dire que quand on vous entend parler, et on n'en est pas encore au tableau des ressources énergétiques et en matières premières qui fait froid dans le dos, on s'imagine que l'avenir est extrêmement noir, mais dans cet atlas, il y a aussi des projections sur des solutions, notamment en Chine, la Chine à laquelle on reproche beaucoup de pollution. Vous décrivez dedans une ville écologique, autosuffisante sur le plan énergétique, et vous dites que c'est pas un fantasme, c'est pas un mirage. Non, il y a un véritable paradoxe autour de la Chine, c'est-à-dire qu'on a un pays à la fois qui est devenu le premier émetteur de gaz à effet de serre, enfin en tout cas de CO2, sous la pression de son développement industriel, et donc un pays qui aujourd'hui est responsable d'une grande part de la pollution mondiale, et en même temps un pays qui a compris l'enjeu que représentait le développement d'énergie propre pour la santé de sa population, mais aussi tout simplement d'un point de vue économique. C'est un enjeu important. Et par ailleurs, on voit la force et l'innovation. On connaît la force en matière d'innovation des Chinois qui les pousse effectivement à imaginer des projets. Il y a les Chinois puis les Coréens aussi, qui aujourd'hui imaginent des villes autosuffisantes, des villes propres, oui, des villes où on intègre la technologie, des villes du futur. Il y a une superbe image de ce qu'on vous appelez Ecopolis. C'est à Gwangju, en Corée du Sud. Et là, c'est une ville, on dirait un dessin de science-fiction, mais vous dites que c'est un projet assez raisonnable. Le centre-ville de cette écopolis devrait accueillir 77 000 habitants. Alors, en étant radio, on peut rien montrer, mais de grandes tours vertes avec des couloirs, beaucoup de végétation. C'est un mirage ou c'est un fantasme, ça ? C'est partiellement une utopie et partiellement un projet, puisque le chantier qui préfigure cet ouvrage que vous avez sous les yeux, cette maquette, on va dire, a déjà commencé. Il est vrai que la Corée est probablement un des pays où les villes du futur, les nouvelles villes du futur et les villes qui intègrent la technologie précisément sont le plus avancées. C'est un pays qui investit énormément dans la croissance verte, bien davantage en tout cas que les pays européens. Alors il y a un tableau dans votre atlas qui est celui des ressources naturelles, énergétiques qui vont manquer à l'horizon 2033. Alors là, faites-nous peur un peu. Là. On va être privé de quoi dans les 30 dernières années qui viennent ? Potentiellement de beaucoup de choses. On pourrait n'être privé de rien. Tout dépend évidemment des choix qu'on va opérer, des choix énergétiques et des choix économiques et industriels. Dans les ressources minérales, effectivement, il y a certains minéraux, certains métaux dont on a besoin pour nos téléphones portables, pour nos ordinateurs, téléviseurs, en électronique, qui pourraient effectivement venir à manquer très rapidement si on ne fait pas évoluer la consommation mondiale et si on
on la revoit pas à la baisse ou si on n'évolue pas vers d'autres technologies, des formes de recyclage et un autre mode de production de ces objets. Par ailleurs, les ressources énergétiques, et là je pense précisément au pétrole qui représente l'essentiel finalement de la consommation énergétique mondiale, là effectivement il est probable qu'on ait atteint ce qu'on a appelé, que l'offre aujourd'hui de pétrole devienne petit à petit inférieure à la demande. Le pic pétrolier est situé, c'est peut-être 2010, 2011, 2012, c'est très difficile de le situer avec précision puisqu'il évolue en plus avec le niveau de consommation et l'offre. Néanmoins, il est évident que le cours du pétrole va augmenter au fur et à mesure que la ressource, les réserves vont diminuer. Et ça, c'est pas à l'horizon effectivement de la fin du siècle, c'est dans les 20, 30 prochaines années. Il y a des métaux qui peuvent disparaître ou dont on peut manquer. On peut manquer de cuivre, d'or. Oui, il y a certains métaux, il y a effectivement dans l'Atlas un espèce d'échéancier. Alors il est théorique puisque évidemment il dépend du niveau de consommation. Si tout le monde achète du diamant demain, l'échéance, la disparition du diamant est dans quelques années. Par exemple, je lis, le graphite en 2062, faudra faire attention. Le manganèse 2065. Le tantal, le mercure en 2061, on va manquer de mercure. Le tungstène en 2057. On pourrait manquer de mercure. C'est des projections. Oui, ce sont des projections. C'est-à-dire, si on prend l'évolution aujourd'hui, que la consommation et qu'on la projette pendant plusieurs années, effectivement, on arrive à cet échéancier très préoccupant. Mais une fois encore, on peut choisir un autre modèle, d'autres formes de consommation et d'autres formes de recyclage qui permettront de ralentir ou de repousser ces échéances. Un petit portrait robot de l'Europe et de la France en 2033. À quoi ressembleront-elles ? Une Europe et une France, mais une Europe encore plus marquée. Ce sera plus marqué en Europe qu'en France encore, très vieillie, avec un âge médian qui sera autour de 40 ans, ce qui dénote un continent âgé, avec une part des moins de 15 ans extrêmement faible par rapport au reste du monde, et donc des arbitrages qui devront être faits au niveau budgétaire entre prendre en charge davantage une population de baby-boomers arrivés à la retraite et même au 4e âge et une population beaucoup plus jeune et beaucoup moins nombreuse et qui ne vote pas. Et j'insiste sur cette notion-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on va se retrouver avec un électorat extrêmement âgé et donc la question de savoir quel type d'arbitrage cet électorat va faire pour l'aménagement de l'Europe. Avec ce point d'interrogation, pour conclure notre entretien, Virginie Resson, merci pour cet atlas des futurs qui anticipe l'année 2033. Il est utile, ambitieux et inquiétant aussi. Il est sorti chez Robert Laffont. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants.